can try to do a definition, art is above all an expression through the five senses: sight, taste, smell, touch, hand, hearing. Put it into action, in motion by a creative imagination of a person who wants to touch, communicate, participate positively to humanity. Art is always positive. African art presents a particular African touch in this expression, this communication. A touch that brings out all the aspects forming African culture in general and each African people in particular, through the eventful history of Africa. This is why the man of culture, the African artist, must above all be an activist. Through the history of the African peoples, whose artistic expression has been ignored, looted, distorted, fought by all means, so that today African man is unaware of the full extent of African art and culture, of the contribution to humanity of African culture expression. Because there was an African civilization before its encounter with the West, a predatory encounter above all. This civilization produced art, lived cultures that had their own cosmogonies, their own spiritualities, their own philosophies that we are gradually beginning to discover through a progressive awareness, conscientiousness of the human values that these cultures conveyed. The contemporary African artist must therefore do everything to reconnect with his artistic and cultural roots, which made the African peoples, by rediscovering and understanding his predecessors and the messages they bequeathed to us through their expressions: dances, masks, sculptures, songs, poems, drawings, culinary arts. Did you know that culinary is an art? Yes. So, the second question is, how can the African artist make his art a tool for humanity? Do you know that it's a tool for humanity? Do you know that it has been a tool for humanity? The Charter of African Cultural Renaissance guides in a certain way this participation of African art and culture in the construction of the universal values of humanity. But it is important that the artist himself becomes aware of this, that he considers that through his contemporary art, he revives unknown African artists, those who painted in the caves of Tassili. I hope that you know where is Tassili. Those who carved the spiritual masks, those who built the pyramids of Giza, Saqqara, Meroe, Napata, those who invented rituals
warlike and social dances, those who produced agricultural and pastoral poetry, those who invented the so-called traditional dishes that enchant our palates, those who have written literary works for the liberation of our peoples, those who have sung about the resilience of our peoples against slavery and colonization, the blues, jazz, rumba. And if today UNESCO, which must be deeply thanked, places the rumba, the royal drum of Burundi, African dishes in the universal heritage of humanity, it's because there was commitment, fight for this recognition. Africa is recognized as the cradle of humanity. Are we aware that it is therefore the cradle of all the arts, of all the human values that the artist has expressed in his works for more than 50,000 years in Africa? Are we aware of that? These human values have been concentrated in a single expression in our Bantu language, Ubuntu, which can be translated by the word humanity. The artist, guided in his art by this profound human principle, Ubuntu, will make his art and his culture a real instrument for the promotion of peace, social cohesion, and understanding between peoples. Other avenues can be explored for engaged participation for humanity. Third question. What should be the part of the authorities of African states, friends of African culture and art, in supporting artists to live from their art and better spread the messages of peace? That's a big question for you. What will you do to live from your art? What do you need from the states of Africa which support the artist? What kind of support do you need? Do you want? This festival comes at the right time to sensitize the African authorities, African patrons, to put on the same footing the art and the culture of Africans, Afro-descendant, as other arts around the world. Even if the art, even in the art, the world should no longer be mono or bipolar. You know, in politics they say bipolarity, East and West, and so on. Resolution must be taken so that more means are devoted to the African artist, that copyright is better regulated in the interest of artists and producing countries. The art schools are set up everywhere in Africa and exchanges encouraged. We can only notice the miserable share of culture and arts in the state budgets, and yet ways can be explored to increase this share. Let us think of the restitution of pieces of African art to African countries by the colonizers, and the possible compensation for the spoliation of
African art over several centuries. It's up to you, artists, to unite, to make your voices heard. You have a mission for Africa and humanity to accomplish. That's the briefing of all what you will have to answer. African art in particular, what is an artist in general, what is an African artist in particular. Je vais continuer la présentation en français. Pour cette première question, vous connaissez l'histoire de l'Afrique? Est-ce que vous connaissez l'histoire du Rwanda, l'histoire du Burundi? Eh bien, je vous dirais que il est difficile de connaître l'histoire du Burundi, l'histoire du Rwanda, l'histoire de l'Afrique, si vous ne connaissez pas l'histoire de la culture. Parce que la culture fait partie de la civilisation. C'est le point le plus important si vous voulez connaître une civilisation et son histoire, c'est avant tout connaître sa culture. Lorsque l'Afrique a rencontré la civilisation européenne, la civilisation occidentale se voulait universelle. Elle a cherché à dominer toutes les autres civilisations et même y mettre une croix complètement. C'est d'ailleurs pour ça que certains disent que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et s'il n'a pas d'histoire, elle n'a pas de civilisation. Et malheureusement, certains Africains l'y ont cru et n'ont pas essayé de chercher à découvrir ce qu'était ou ce qu'est leur civilisation, ce qu'est leur histoire, et qui est en définitive l'histoire de l'humanité. Car si on dit que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique, c'est-à-dire que toute civilisation a commencé en Afrique. Et l'histoire de l'humanité commence en Afrique. On nous dit que les anciens, les plus anciens fossiles humains qui ont été découverts ont été découverts en Afrique, n'est-ce pas? Et il y a, je dirais, 4 régions principales qui forment un losange sur la carte de l'Afrique, où l'on a trouvé les plus anciens fossiles humains. Vous connaissez une dénommée Lucie? Le fossile de Lucie, où est-ce qu'on l'a trouvé? Qui peut me dire ici? Si vous connaissez l'histoire, votre histoire de l'Afrique, qui peut me dire le fossile qu'on appelle fossile humain s'appelait Lucie? Il a été découvert où? Tanzanie, c'est un autre endroit, je vais y venir. Lucie. Nemiet, do you know Lucy? Do you know Lucy? Lucy. Yeah. Lucy. Yeah. In our African history, the name Lucy. Lucy. Yes. Lucy. Oh, the one that was found in
Yeah. I was talking about the region where they have found the very old fossils of human species. Lucy is one of them. Yeah? Yes. C'est donc en Éthiopie que Lucy a été découverte. La Tanzanie dont Jean-Bertrand parle, c'est la région de Olduvai. Vous connaissez le mot Olduvai? Ou Olduvai. Ce n'est pas loin de chez nous, c'est après la Serengeti, à quelques 1000 kilomètres d'ici. Et puis il y a la région du Tchad, où là aussi on a découvert les plus anciens. Et puis il y a la région australe, entre l'Afrique du Sud, le Botswana, une partie du Zimbabwe, ce qui forme un losange. À tous ceux qui cherchent à connaître où se trouvait l'Éden, eh bien l'Éden se trouve dans ce losange-là. Si on vient parler de la Bible. C'est donc que ce berceau de l'humanité qui se trouve dans ces quatre régions qui forment ce losange, c'est la région où, on dirait, là où tout a commencé. Et en particulier, la pensée. Je vous ai parlé de l'imagination dans l'introduction. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est la pensée, la faculté de penser, de se poser des questions sur soi-même, sur ce qui l'entoure, sur ce qu'il voit, et qu'il essaie d'y donner une interprétation. L'artiste fait la même chose. Il utilise son imagination pour créer. Créer ce qu'il voit, créer ce qu'il entend, créer ce qu'il sent par le goût ou par le toucher. Et à partir de cette création, il forme une culture. Et cette culture devient l'identité du peuple dans lequel il vit. Voilà ce qu'est un artiste. C'est un créateur à partir de son imagination. Même celui qui crée la spiritualité, c'est aussi un artiste. Parce que vous allez constater qu'il y a une multitude de spiritualités, donc qui veut dire une interprétation de ce que vous voyez. Vous voyez les tonnerres, vous entendez les tonnerres, vous voyez la foudre, vous cherchez à interpréter d'où est-ce que ça vient, qui crée ça, etc. Et vous créez une spiritualité. Vous voyez, si on regarde les grottes de Tassili, Tassili c'est dans le Sahara, au sud de l'Algérie, où on a trouvé des peintures sur les murs des grottes où les anciens humains vivaient. Et là, l'artiste peint ce qu'il voit. Il peint les animaux qu'il voit, il peint les hommes qu'il voit. Et au fur et à mesure que l'homme a évolué, surtout en Afrique, on a vu toute une succession de créations et la naissance de grandes civilisations. Pour bien comprendre alors l'approche dans laquelle je vous mène, il faut comprendre ce qu'est une civilisation. Comment vous pouvez définir une civilisation? Il y a eu plusieurs définitions de la civilisation, mais je vais vous donner
des civilisations qui vont vous éclairer dans ce que nous allons explorer. La première définition que je vais vous donner, il est dit c'est un ensemble de caractères propres à la vie intellectuelle, la pensée, artistique, la pensée, morale, la pensée, sociale et matérielle d'un pays ou d'une société. Il y a des différences d'organisation interne qui peuvent différencier différentes cultures dans cette vie intellectuelle, artistique, morale, mais qui ne conduisent pas nécessairement à des différences de valeurs. Ça veut dire que si vous prenez une civilisation sous cet angle-là de la pensée, il ne faut pas y amener de différence de valeurs. Parce que là, vous aurez péché en disant qu'un peuple pense moins bien qu'un autre. Non, un peuple pense différemment d'un autre. Mais ces différences ne créent pas la supériorité ou l'infériorité d'une civilisation. J'espère que vous me suivez ici. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la civilisation occidentale qui s'est dite universelle. Qui a voulu conquérir le monde et imposer ses points de vue, imposer sa civilisation. Ici, nous devons comprendre ceci. Le côté de la civilisation qui est principal, c'est la pensée. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et l'animal, la pensée, qui cherche à expliquer ce que vous ressentez. Même dans le langage évolue grâce à la pensée. La définition sur laquelle nous allons bâtir notre présentation, c'est celle-ci. Une civilisation est une forme d'organisation spécifique de l'idéal. Idéal. Ça veut dire tout ce qui est du domaine des représentations mentales. L'homme se représente ce qu'il voit et en donne une signification. C'est l'idéal. Tout ce qui est culture, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est philosophie, tout ce qui est cosmogonie, ça veut dire s'expliquer le monde que vous voyez, le ciel, la terre, tout ça. Tout ça, ce sont des représentations mentales. Donc, c'est une forme d'organisation spécifique de l'idéal dans ses rapports avec le matériel. Dans ses rapports avec le matériel. Le matériel, c'est quoi? C'est tout ce qui touche à la production et à la reproduction de la société. Ça veut dire, en quelque sorte, la matière, c'est ce que vous produisez, la production, pour vivre. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, comment vous organisez ces deux
Parce que la civilisation où l'humain a commencé par la cueillette, la chasse, et puis l'élevage, l'agriculture, etc. Tout ça, c'est le matériel. Alors, les rapports entre les représentations mentales et le matériel, c'est ça qui fait une civilisation. Les différences vont naître maintenant avec le deuxième aspect, le deuxième pilier d'une civilisation qui est le matériel. C'est là où il y aura une certaine différence entre les différentes civilisations. Et en particulier sur, par exemple, la production des armes. En général, une civilisation s'impose sur l'autre, non pas par les représentations mentales, mais surtout par le fait qu'il a su produire des armes qui tuent plus que l'autre civilisation. C'est là où il s'impose. Mais en rien, vous ne pourrez jamais dire que, sur le plan des représentations mentales, une civilisation est plus évoluée ou supérieure qu'une autre. J'espère qu'ici vous saisissez, parce que c'est très important de saisir ça pour ce que nous allons réfuter tout à l'heure et qui vient du choc des civilisations. Donc, notre voyage, je le commence avec ce losange-là, pour vous dire, voilà, c'est le berceau de l'humanité. Et nous allons donc évoluer pendant beaucoup d'années. Plus de 50 000 ans, où le monde de cette époque-là se situait essentiellement en Afrique. Et les premières civilisations vont commencer effectivement en Afrique, avec les peuplades qu'on a appelées autochtones, alors que réellement ce nom on devrait le revoir, puisque si le berceau de l'humanité est ici, qui est autochtone, qui ne l'est pas? Le mot autochtone est venu pour dire, oui, les autres sont venus de l'extérieur. Non, ce n'est pas vrai. Aucun Africain n'est venu de l'extérieur. Principalement, je dirais, les Africains de peau noire. Ils ont plutôt colonisé les autres territoires. Et nous allons évoluer aux civilisations les plus importantes qui ont été connues de l'Afrique. Et celles dont on parle le plus, ce sont les civilisations égyptiennes et les civilisations nubiennes, couchites et autres. Et ces civilisations ont produit de la culture, ont produit de l'art que nous connaissons à travers la littérature. Ils ont produit des constructions. Vous connaissez les pyramides. Les plus importantes, les plus grandes se trouvent en Égypte, mais les plus nombreuses se trouvent au Soudan. Ces anciens ont produit les peintures des grottes, dans les grottes dans lesquelles ils vivaient. C'était aussi de l'art. Nous connaissons aussi les grands royaumes proches de nous depuis les siècles, le 4e, 5e, 6e, 7e siècle, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, vous avez dû suivre ça dans les cours d'histoire.
Ces royaumes ont produit de la cosmogonie, ont produit de la spiritualité. Ont produit des cultures profondes. L'artiste que vous êtes, posez-vous la question. Quelle connexion ai-je avec ces racines-là? Qu'est-ce que je connais de ces racines-là? Je dirais pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un accident historique. Et cet accident, c'est justement la rencontre avec la civilisation occidentale. Cet accident a commencé au XIVe, XVe siècle. Et il s'est étendu jusqu'au XXe siècle. Mais ses conséquences, malheureusement, se répercutent encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Et ces conséquences sont lesquelles? Ces conséquences sont dans une phrase d'un président français, et d'autres, je vais garder juste cette histoire, mais qui reproduit plusieurs autres citations. Le président Sarkozy, qui l'a dit même sur une terre africaine, à Dakar, que l'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique n'a pas d'histoire. Et je vais donc vous refaire écouter le poème que vous avez entendu tout à l'heure, mais essayez d'en saisir les mots, s'il vous plaît. Le colonialisme ne se contente pas de cette violence à l'égard du présent. Le peuple colonisé est idéologiquement présenté comme un peuple arrêté dans son évolution, imperméable à la raison, incapable de diriger ses propres affaires, exigeant la présence permanente d'une direction. L'histoire des peuples colonisés est transformée en agitation sans aucune signification. Et de ce fait, on a bien l'impression que pour ces peuples, l'humanité a commencé avec l'arrivée de ces valeureux colons. Violence dans le comportement quotidien. Violence à l'égard du passé qui est vidé de toute substance. Violence vis-à-vis de l'avenir, car le régime colonial se donne comme devant être éternel. On voit donc que le peuple colonisé, pris dans le réseau d'une violence tridimensionnelle, point de rencontre de violences multiples, diverses, réitérées, cumulatives, assez rapidement en arrive à se poser logiquement le problème d'une fin du régime colonial, par n'importe quel moyen. Cette violence qui se veut violente, qui devient de plus en plus démesurée, provoque irrémédiablement la naissance d'une violence intérieure chez le peuple colonisé. Et une colère juste prend naissance et cherche à s'exprimer.
Cette violence du régime colonial n'est pas seulement vécue sur le plan de l'âme, mais aussi sur celui des muscles, du sang. Vous avez entendu les belles phrases de ce poème qui retrace toute cette partie de l'histoire. Cette violence dont elle parle, dont Boré parle, il dit que c'est une violence tridimensionnelle, c'est-à-dire en 3 dimensions. Et elle vous prend partout. Et donc elle a créé ici en Afrique ce que j'ai appelé la civilisation du conflit, ou la culture du conflit. Nous sommes encore en perpétuel conflit. D'abord avec ce qui nous a été imposé, comment l'accepter, comment le vivre, et ce que nous sommes en train de perdre, c'est-à-dire nos racines, comment les retrouver. Et ça nous crée ce conflit permanent, parce qu'il y a une violence qui est là. Comment en sortir? Comment reparticiper à l'humanité? C'est ça la grande question. Parce qu'on veut nous écarter de cette humanité, alors que ce que je viens de vous dire depuis le début, nous sommes le début de l'humanité. Nous sommes les racines de l'humanité, dans toutes ses dimensions. Je vais vous donner une phrase qui retrace aussi ce que ce poème nous a donné, la phrase d'un grand homme africain, Amilcar Cabral, un héros de l'indépendance de la Guinée. Les colonialistes ont l'habitude de dire qu'ils nous ont fait entrer dans l'histoire. Nous démontrerons aujourd'hui que non. Ils nous ont fait sortir de l'histoire, de notre propre histoire, pour les suivre dans leur train à la dernière place, dans le train de leur histoire. Comment alors retrouver le train de notre histoire, qui est le train de l'histoire de l'humanité? On a voulu nous sortir de cette humanité alors que nous en sommes le berceau. Dans ce poème, il dit « Une colère juste prend naissance. Une colère juste prend naissance et cherche à s'exprimer. Quand elle cherche à s'exprimer, elle va donner en Amérique, dans le milieu des esclaves, elle va donner le blues, elle va donner le jazz. Elle produit des œuvres d'art magnifiques qui expriment cette partie de l'histoire, cette partie de contrainte. Et on vous dira nécessairement que le blues, le jazz ont des bases africaines, n'est-ce pas? Vous le savez tous. Je vais vous inviter, si vous le pouvez, et j'espère que vous le pourrez parce que c'est extrêmement important, à chercher un documentaire qui s'appelle Bigger Than Africa. Bigger Than Africa. Je vais juste vous donner un des trailers.
pour vous faire comprendre ce qu'est Bigger Than Africa. From the west coast of Africa to North and South America, Cuba and the Caribbeans, the Yoruba came in mass. Yoruba were a people who came from a thriving empire, an empire that had subject states, an empire that was well organized, well structured, well founded. We had this song that has been sung in our palais since our ancestors came, and it said, "We are your children, my God, do not throw us away." For me, it's a very sad song because it reminds me of the pain of my ancestors. Spirituality is embedded in human beings. The superstructure, what sort of manifests spirituality, is what we call religion. Hundreds of years after their arrival to the New World, their culture might have survived it all. A cultura do povo Yorubá foi muito importante para a emancipação, para a liberdade do povo que estava negro, africano, que estava aqui escravizado. It was during the Civil Rights ages. We were opening Yoruba culture to the black people that had no knowledge of where they came from, had no knowledge of ancestors. Baba was a part of many black nationalist movements. They went to Detroit, Michigan at Aretha Franklin's father's church. Detroit Police Department showed up and just unloaded on the church. And they started shooting up the church. We had women and children with us. Our soldiers fired back until they had no more ammunition. Meanwhile, the Black Panthers got a hold of what was happening to us. Yoruba culture did not teach turn the other cheek. On the contrary, Yoruba culture celebrates the god of war, absolutely execrates oppression. So you can see that Yoruba even played a role in liberation struggle in Latin America and in the struggle for human rights. The people who began the village came from the Black Panthers, they came from the Martin Luther King movements, they came from the civil rights movements, the Malcolm X movements, Stokely Carmichael. They were fired up. We are nothing without Africa. When people are deeply immersed in their own spirituality, it doesn't matter where they go. Within the secular world, they preserve that inner system of beliefs, of relationship with outside phenomena, with nature, and this in turn manifests itself in cultural production, which these slaves took across the Atlantic with them. Quelques images, c'est un documentaire qui fait presque 2 heures, Bigger Than Africa. Et je vous invite vraiment à le suivre. It's a documentary, it's more than 1 hour and a half, even 2 hours, on the Yoruba culture. One of the Cuban guys says, "We are nothing without Africa." That's deep. That's very deep. La colonisation a voulu complètement annihiler la culture africaine. Mais toute l'Amérique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, leur culture est imprégnée de ça. J'ai eu la chance de visiter le Brésil, dans la région la plus peuplée d'Africains. Et cette région, la culture africaine est partout, 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 partout. Vous voyez d'ailleurs la majorité des joueurs qui vont jouer en Europe sont presque tous originaires de cette région.
s'ils sont des Noirs ou des Métis. Et j'ai eu la chance d'assister à une cérémonie religieuse qu'ils appellent là-bas le candomblé. Candomblé, pour ceux qui ont les sons, ça sonne comme quel mot en Kinyarwanda? Dites-moi. Candomblé. Hein? Dans la spiritualité, ça sonne comme quel mot? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la cérémonie à laquelle j'ai assisté, c'était une cérémonie qui ressemblait au Kubandwa. Le Kubandwa, c'est une spiritualité de possession. Là-bas aussi, le candomblé, c'était une cérémonie de possession. Ici, ceux qui possèdent ces connaissances-là, quand il y a la cérémonie de possession, vous êtes soit possédé par l'esprit de Kiranga, par l'esprit de ses disciples, qu'on appelle Imandwa, et là-bas, c'est la même chose. Et ça vient de ce que les Africains, Yoruba en général, et Bakongo aussi, ont apporté dans cette région. Moi, c'était vraiment extraordinaire quand j'ai vu ça. Je me dis, waouh, l'Afrique n'est pas morte. Et c'est nous maintenant qui la faisons mourir parce que nous n'allons pas chercher. Et quand on parle de spiritualité en Afrique, c'est l'aspect le plus important dans les représentations idéales, c'est la spiritualité. Permettez-moi de vous poser une question. Vous tous, vous connaissez le mot Iman. Eh bien, les religions que nous connaissons, qui sont venues d'ailleurs, c'est quoi? C'est le christianisme, n'est-ce pas? L'islam, on peut y mettre le judaïsme. Ces trois religions, on dit que ce sont des religions révélées parce qu'elles ont révélé qu'il y avait un Dieu unique, n'est-ce pas? Alors posez-vous la question, je ne sais pas si vous l'avez déjà posée, vous l'avez déjà posée. Iman, c'est un seul ou plusieurs dieux? C'est un seul, n'est-ce pas? Alors dites-moi, Abarundi n'Abanyarwanda, bakera bacu, qui leur a révélé Iman? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Qui leur a révélé Iman? Alors, pourquoi vous n'êtes pas dans les religions révélées? Pourquoi? Et pourquoi vous acceptez? Non, c'est... Tout à l'heure, je vous ai dit, l'artiste doit se poser des questions. Qui est-ce? Qu'est-ce que vous êtes? Quelle est votre identité? Vous êtes quoi? Quelles sont vos racines? Comment vous pourrez faire de l'art en étant en l'air, sans racines? Vous ferez de l'art, je ne sais pas, hybride, et on vous dira, ah, vous avez copié ici, vous avez copié là. Mais vous-même, votre propre identité, où est-ce qu'elle est? Comment la connaîtriez-vous si vous ne pénétrez pas, justement, cette culture ancienne, cette civilisation ancienne, qui a tout? Alors, à chaque fois, cette question posée là,
à ceux que vous allez rencontrer. Pourquoi vous n'êtes pas une religion révélée? Imana, c'est venu d'où? Qui l'a amené? Et tant d'autres questions sur vos racines. Ce sur quoi je voulais justement attirer l'attention, c'est ça. Puisqu'on nous a nié cette histoire, comment faire pour la redécouvrir, ce qui fait que vous allez redécouvrir votre propre identité. Prenons sur le plan, quand je dis aux jeunes Denis de jouer du tambour, vous avez vu les dessins du tambour que vous avez vus dans le... Est-ce que ce n'est pas la même chose? Je peux vous le remontrer, vous verrez, c'est pas la même chose. C'est que quelque part, vous vous retrouvez dans les racines. Ingoma, dans cette région des Grands Lacs et jusqu'en Afrique du Sud, ça a une grande signification. Ingoma veut dire quoi? Veut dire le pouvoir. Ça veut dire le pouvoir. Quand j'ai joué du tambour, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune que vous, en général, on commence à jouer du tambour à l'école secondaire, 17, 18, 19. J'ai eu la chance de voyager avec, on les appelait les tambours professionnels, mais c'était vraiment les tambours ancestraux, ceux qui avaient la connaissance du tambour. J'ai eu la chance de voyager avec eux. On allait dans 2 festivals. C'était à Berlin et à Tunis. Et j'ai causé avec eux. J'ai toujours été un jeune qui posait beaucoup de questions. Et le vieux, il s'appelait Xavier Eli, qui était à Mutimbo. Il m'a dit ceci: vous jouez du tambour, mais vous n'êtes pas des Abatim. Ah, tu te poses des questions. Voilà, c'est parce que tu ne sais pas. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas. Il me dit, Abatimbo, c'est une famille. Numuryango. Et seul Abatimbo et Abanyuka, qui est une autre famille, avaient le droit de jouer du tambour. Aucun autre Murundi n'avait ce droit-là. Aujourd'hui, on vous le permet, mais dans notre tradition, c'était interdit. Ça, je pense que plusieurs d'entre vous ne le savent pas. C'était interdit. Et les tâches étaient divisées. Abatimbo, c'est eux qui fabriquaient le tambour. C'est eux qui fabriquaient le tambour. C'est eux qui connaissaient les arbres dans lesquels on taillait les tambours. Tandis que Abanyuka, il recevait les tambours d'Abatimbo et jouait à la cour du roi. Abanyuka, à la cour du roi, c'était comme les intendants du roi. C'était les chefs du protocole. C'était eux qui, à travers ce qu'on appelle imirisho, c'est-à-dire les sons des tambours, il y avait umurisho pour ceci, umurisho pour ça, etc., etc. Quand le roi allait se réveiller, s'il fallait le réveiller, il y avait umurisho. Vitwa ganza sabu. Et tout au long de la journée, chaque activité du roi, il y avait un son de tambour. Ce qui fait qu'aux alentours et dans presque tout le pays, on savait le roi est en train de faire ça, le roi est en train de faire ça, etc. C'est vraiment les chefs du protocole de l'intendance à la cour du roi.
Et donc, c'est ça qu'il faut que vous recherchez. Et je pense qu'il en est de même pour les tambours royaux au Rwanda. C'était pratiquement la même chose. Et si vous allez dans les royaumes de cette région, surtout la région des Grands Lacs, vous retrouverez la même chose. Les recherches que j'ai faites dans les ethnies du Kenya ou de l'Ouganda sur ça, pour dire le pouvoir, eux aussi, ils utilisent le terme Wengoma, Nyeningoma, Sangoma, etc. Parce que le tambour avait une signification profonde pour ceux qui étaient du pouvoir. Donc, mesdames, messieurs, les artistes, l'exposé d'aujourd'hui, c'était essentiellement dans cette direction. Qui êtes-vous? Que pouvez-vous être pour l'humanité? La culture africaine, c'est là où tout a commencé. J'ai utilisé ce mot exprès. Là où tout a commencé. Et principalement dans ce losange-là que je vous ai montré. Faites en sorte que vous retrouviez vos racines. Retrouver ces racines, c'est réellement participer de façon active, plus active d'ailleurs, à l'humanité que la colonisation a voulu vous dénier. Une colère juste prend naissance et cherche à s'exprimer. Cette colère juste, vous avez l'obligation de l'exprimer. Vous devez être les véritables militants de ce retour à notre civilisation, à notre culture, qui se ressemblent, ces cultures-là se ressemblent. Les Africains, les Afro-descendants, vous les avez vus. Comment ils ont continué la culture Yoruba en terre d'esclavage. C'est formidable. Ils utilisent des langages anciens. Et quand ils sont retournés, certains sont retournés au Nigeria, au Bénin, ceux qui pratiquaient le vaudou, parce que le vaudou est originaire de cette région, ils ont donc continué à le pratiquer. Même si les colons les empêchaient, on disait il faut que vous lisiez la Bible, etc., etc. Mais ils ont gardé cet aspect-là. Et ça, quand ils sont revenus, ils ont eu une influence au Nigeria, au Bénin, au Togo. Ceux qui pratiquaient le vaudou en cachette ont commencé à sortir. Et actuellement, au Bénin, l'une des grandes fêtes nationales, c'est la fête nationale ancienne du vaudou. Elle est célébrée aujourd'hui et beaucoup de touristes américains du sud et du nord vont assister à cette fête. C'est-à-dire qu'ils ont pu retrouver leurs racines. Et donc ils vivent plus en paix en connaissant leur identité et en la vivant en profondeur. J'espère que vous y arriverez. Merci.